Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je suis vraiment très heureux d'être de retour à Colmar ce soir. Je reviens d'un périple puisque ces dernières semaines, j'ai été à Strasbourg, j'ai été à Montpellier, j'étais à Genève, à Ferney-Voltaire. Il y avait énormément de monde aussi et je suis content de voir que Colmar n'est pas en reste, qu'il y a aussi beaucoup de gens très intéressés par ce qui se passe aujourd'hui ici. Alors, en effet, le thème de la conférence de ce soir, c'est face au totalitarisme mondialiste, que faire? Alors, dans la première conférence que j'avais donnée il y a quelques mois, j'avais dressé plutôt le constat, c'est-à-dire que j'avais présenté ce qu'est le mondialisme, ses réseaux, ses méthodes, ses acteurs. J'avais parlé de la dimension spirituelle du mondialisme et j'avais ébauché dans une dernière partie qu'est-ce qu'on pouvait faire concrètement pour lutter contre ce totalitarisme. Alors, dans la conférence de ce soir, je vais aller au-delà du constat. Je vais vraiment être très ancré sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement parce que la situation, depuis quelques mois, s'est accélérée et s'est à bien des égards aggravée. Alors, je vais quand même faire un rappel pour quand même situer cette gravité et peut-être pour ceux qui ont découvert mon travail ou qui n'ont pas vu mes conférences, que certaines ont été diffusées sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler que nous sommes dans une situation d'une gravité absolue, avec un ensemble de problèmes qui se chevauchent et qui sont tout aussi importants les uns que les autres. Nous avons aujourd'hui les preuves de plus en plus importantes d'un empoisonnement de masse avec les vaccins Covid. Nous avons la perte de notre souveraineté au profit d'organisations supranationales, comme par exemple l'OMS. Peut-être que certains d'entre vous ignorent qu'il y a actuellement en négociation un document qui s'appelle le Règlement sanitaire international, le RSI, qui permettrait à l'OMS de décider à la place des États la politique sanitaire à prendre, à tenir, en cas de nouvelle urgence pandémique. Urgence pandémique qui serait décidée par l'OMS elle-même, ce qui est quand même bien pratique. Plus généralement, nous sommes aussi confrontés à la mise en place d'une société de surveillance généralisée, avec notamment, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, ce projet connu sous le nom général de Smart Cities ou de villes de 15 minutes. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce sont ces villes qui, sous couvert de respecter les objectifs climatiques, vont en fait vous enfermer dans des goulags numériques à ciel ouvert, où vous serez assigné à résidence, vous ne pourrez pas aller au-delà de 15 minutes de votre domicile, vous pourrez bien sûr le faire à pied, vous pourrez le faire par les transports en commun, mais pas en voiture. Il y a un document que j'ai communiqué à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux des villes pilotes de ce projet. Donc c'est-à-dire, vous n'aurez plus droit qu'à acheter, je crois, 3 vêtements par an. Il y aura donc, on voit que les dames rient. On voit que vous aurez la viande qui sera limitée. Pour la petite histoire, j'étais à Genève il y a quelques jours. À Genève, pour la dernière fête nationale qui était au mois d'août, il y avait donné instruction aux gens qui ont des food trucks, vous savez, des petits vendeurs de viande, enfin de casse-croûte, etc., de mettre seulement 10% de viande dans les offres qui sont proposées aux badauds qui viendront assister à la fête. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont dans ce projet des Smart Cities. Je ne vais pas détailler plus que ça parce que ce n'est pas le sujet de cette conférence, mais ça, c'est en train de se mettre en place à bas bruit, personne n'en parle. Donc je vous invite à vous renseigner sur ce sujet. Si vous tapez Smart Cities ou que vous suivez beaucoup de résistants sur les réseaux sociaux, vous trouverez très facilement des informations à ce sujet. Dans un autre domaine, nous avons une véritable volonté de pervertir aujourd'hui les enfants avec la sexualisation des plus jeunes et la promotion et la normalisation de toutes les perversions et de toutes les déviances avec la complicité de l'école. Je pense que certains d'entre vous sont au courant de ce qui vient de l'OMS ou de l'ONU, c'est-à-dire c'est une éducation sexuelle, enfin sous couvert d'éducation sexuelle et de cette abomination qui s'appelle les droits sexuels de l'enfant, qui n'existe pas en réalité. On explique à des enfants de 0 à 4 ans qui peuvent se masturber, et à partir de 4 à 8 ans, qu'est-ce que c'est que l'homosexualité, que la prostitution peut être un choix de carrière comme un autre, etc. Je n'invente rien, tous ces documents peuvent être trouvés très facilement sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et donc, au cas où certains d'entre nous auraient envie de s'opposer à ce projet, nous avons aussi une fraude électorale massive qui remonte à très longtemps. Je pense que beaucoup d'entre vous se rappelleront du non à la Constitution en 2005 qui est devenu un oui 2 ans après en 2007. On a vu aussi ce qui s'est passé avec la défaite, entre guillemets, de Trump en 2020 à l'élection présidentielle.
Enfin bref, pour résumer, nous avons ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est la mise en place d'une société perverse et réellement totalitaire qui est fondée, entre autres, sur la mise en application du slogan du Forum économique mondial « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Alors, la première chose que je voudrais dire ce soir, pour ceux qui découvriraient peut-être tous ces éléments, ou en tout cas qui n'en connaîtraient que certaines bribes, c'est qu'il s'agit bien là d'un projet qui a une cohérence. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est ce que j'ai fait dans la précédente conférence, mais je vais quand même le situer, c'est ce que je viens de faire. Il n'y a pas une fatalité, ce n'est pas un enchaînement, comme certains le disent, d'intérêts, etc. Non, il y a un projet qui est porté par une oligarchie, alors une oligarchie qui est transnationale, qui fonctionne comme une véritable mafia et qui a le plus grand mépris pour les peuples au nom desquels elle prétend diriger. Alors, quand je disais ça, j'ai dit ça notamment à une de mes dernières conférences, on m'a dit « mais pas du tout, monsieur Berton, c'est du complotisme, etc. » Alors, j'ai été chercher dans mes archives une citation qui résumait et qui venait appuyer ce que je viens de vous dire. Alors, j'en ai trouvé une, c'est une citation de David Rockefeller, de la grande dynastie mondialiste des Rockefeller. Je cite « Certains pensent même que nous faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, nous qualifiant, ma famille et moi, d'internationalistes et conspirant avec d'autres dans le monde pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée, un gouvernement mondial si vous voulez. Si c'est l'accusation, je suis coupable et j'en suis fier. » Donc ça, c'était quelque chose qui était dit à la fin des années 90 ou début des années 2000. Et dans le même entretien, David Rockefeller remercie, la citation, vous pouvez la retrouver facilement également, remercie les médias de masse d'avoir caché pendant plus de 40 ans l'existence de ce projet et les projets de ce groupe, cette cabale secrète d'internationalistes. Alors, peut-être que pour certains, ça sera une découverte, ça sera peut-être choquant, et peut-être que vous direz « mais j'ai jamais entendu parler de ça, on n'en parle pas dans les magazines, on n'en parle pas dans les journaux ». Je vous dirai « c'est absolument normal ». C'est normal, et c'est une nouveauté du pouvoir auquel on est confronté, puisque pour la première fois dans l'histoire, nous sommes confrontés à un pouvoir qui veut garder son existence secrète. De tout temps, le pouvoir a voulu manifester l'existence de son pouvoir. C'est-à-dire, autrefois, par exemple, il y avait ici les comtes d'Alsace. Moi, je viens de Lorraine, il y avait les ducs de Lorraine. Tout venait vous rappeler, à partir du moment où vous passiez la frontière, que vous étiez sur le territoire de tel homme de pouvoir, que c'était ses lois, sa police, etc., qui s'existait. Il y avait la tête sur les pièces de monnaie pour toujours vous rappeler qui avait le pouvoir de battre la monnaie, etc. Aujourd'hui, et c'est ça qui est perturbant pour beaucoup de gens et qui explique la difficulté à s'emparer de ce sujet, les gens qui détiennent aujourd'hui le pouvoir et qui dirigent réellement nos sociétés font tout pour qu'on ne sache pas que ce sont eux qui dirigent nos sociétés. Et je vais même vous dire, ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire qu'ils dépensent des sommes absolument colossales pour cacher cette réalité et pour avoir une véritable armée, notamment de ces fameux fact-checkers, qui viennent expliquer que quand des gens comme moi viennent vous donner ces informations, attention, ce sont des complotistes, des extrémistes, antisémites, d'extrême droite, etc. Donc en fait, et ça c'est donc parce qu'ils ne veulent surtout pas que leur pouvoir soit connu et soit identifié par le grand public. Et en fait, c'est très simple à comprendre. Vous me direz, mais pourquoi? Mais c'est simple, parce que tout pouvoir qui est visible est un pouvoir qui peut être contesté. Quand il y a eu la Révolution française, les émeutiers sont allés à Versailles chercher le roi, parce qu'ils savaient où était le roi, où on pouvait le trouver. Comme je dis parfois, s'il y avait par exemple M. Macron qui était dans la salle aujourd'hui avec nous, tout le monde le reconnaîtrait. Mais s'il y avait les patrons de M. Macron, peut-être qu'il pourrait être assis à côté de vous, vous ne le sauriez même pas. Et c'est ça le génie, c'est que notamment les politiques sont des fusibles. Ce sont les fusibles qui sautent et qui permettent à ceux qui détiennent réellement le pouvoir et qui mettent les politiques au pouvoir de garder leur place. Il y a une phrase extraordinaire qui est dans le film, peut-être que certains connaissent, de Visconti, le guépard, où avec beaucoup de cynisme, le personnage donc, du guépard dit dans une période révolutionnaire, il faut que tout change pour que les choses restent les mêmes. Donc ça, le monde politique, c'est ça, c'est on change les fusibles, on change les têtes d'affiche et le pouvoir, en fait, reste et avance sur son agenda. Et donc moi, ce que je constate, c'est, quand je dis ça, et là je suis qu'au début de mon propos, il y a des gens qui sont dans le déni par rapport à ça, qui refusent même d'accepter que ce que je suis en train de vous dire est réel, existe, qu'il y a ce groupe de gens qui nous attaquent. Et je suis assez frappé, et je le souligne assez souvent, de constater que ce déni est plus présent chez les gens éduqués ou chez les gens appartenant à une certaine élite que chez le peuple et chez les gens modestes. Et ça, c'est un problème parce que ça permet deux choses.
Ça permet de neutraliser les gens qui auraient les capacités ou le réseau pour agir et contester le pouvoir de ceux qui nous dirigent réellement, et ça ne fait qu'accroître le fossé qui se creuse entre le peuple et les élites. Donc ça, c'est très important. Et je dirais, pour terminer sur ce point, qu'aux gens qui ne veulent pas savoir, qui préfèrent la politique de l'autruche, il y a une très belle phrase de Hannah Arendt, de la philosophe Hannah Arendt, qui disait « On peut ne pas vouloir savoir, mais on ne peut pas ignorer les conséquences de ne pas vouloir savoir. » Et aujourd'hui, les conséquences, elles sont autour de nous, elles sont peut-être même autour de vous. Peut-être que beaucoup d'entre vous dans cette salle ont eu, par exemple, l'AVC soudain de leur beau-père, le turbo-cancer d'un membre de leur famille. Peut-être qu'ils ont été confrontés à la faillite d'une PME d'un proche ou d'un ami à cause de l'augmentation des coûts de l'énergie. Et peut-être qu'ils ont été confrontés leurs enfants ont été confrontés à la propagande LGBT ou transgenre à l'école. Et donc c'est pour ça que je parle de totalitarisme mondialiste, parce qu'aujourd'hui on est au-delà d'une simple lutte politique. On est dans un système qui est non seulement en train de vouloir contrôler les corps, mais aussi les esprits et contrôler ceux de la génération future. Alors, quand je dis ça, il y a trois attitudes qui se manifestent. Il y a les gens qui disent « on ne veut rien faire ». Il y a les gens qui disent « on ne peut rien faire ». On est impuissant face à tel système, et puis il y a des gens qui voudraient faire quelque chose, mais qui disent « on ne sait pas quoi faire ». Et donc, c'est à ces questions que je vais essayer de répondre dans la conférence de ce soir. Et ce que je voudrais rappeler, c'est qu'il faut, pour resituer une fois de plus, c'est bien comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de guerre. Il y a vraiment une guerre, je le développe dans le volume 2 de mes essais avec le concept de guerre hors limite. Nous sommes vraiment dans une guerre qui a deux niveaux que je vais essayer de montrer. Et si vous avez des questions plus précises sur ces deux niveaux, on pourra en parler à la fin de cette conférence. Il y a une première guerre qui est la guerre de cette oligarchie transnationale contre leur propre peuple. Donc c'est cette oligarchie, par exemple, américaine contre le peuple américain, française, pas française de passeport bien sûr, contre le peuple français, contre le peuple allemand, etc. Donc c'est une oligarchie qui est présente dans un pays, qui a un passeport, mais en fait qui n'a pas de loyauté vis-à-vis de l'État en question ou du peuple en question. Et en même temps, au même moment, c'est-à-dire là il y a élite contre peuple, et il y a une guerre au niveau mondial entre cette oligarchie mondialiste et certains États ou certaines nations du monde qui ne veulent pas participer à ce projet et qui y résistent. Alors pour simplifier, ça se résume à peu près à ce qu'on peut appeler les BRICS, avec deux puissances, avec encore une souveraineté que sont la Russie et la Chine. Et il ne aura pas, et vous comprendrez peut-être mieux, un élément de compréhension pourquoi ces deux grandes puissances sont aujourd'hui diabolisées. Ça, on pourra y revenir dans les questions si vous avez des questions spécifiques. Il y a une véritable guerre, c'est ce que j'explique dans le volume 3 de mes essais, je parle de la guerre invisible ou de la guerre de l'ombre. On est dans une véritable guerre. Et en fait, ce que je voudrais vous expliquer ce soir, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de combattre par le haut. Donc ça, c'est ce qui se passe à travers, par exemple, la fin du dollar, avec l'émergence des BRICS, avec certains réseaux qui sont démantelés. Si on prête attention, on voit qu'il y a des choses qui se passent un peu partout dans le monde, notamment tout ce qui touche au réseau pédophile, notamment au trafic d'êtres humains. Et en fait, nous, on est en bas, on est les citoyens. Et la question, c'est comment on essaye de faire en sorte qu'il y a le peuple qui pousse par le bas et la guerre par le haut. Et comment on essaye de se retrouver et on essaye de se libérer de ce véritable totalitarisme mondialiste. Alors, quand je dis qu'il faut agir, parfois la réaction qui est naturelle et spontanée, c'est me dire « mais attendez, Monsieur Berton, c'est très simple, ces gens-là, on peut les identifier, on connaît leurs déclarations, on a les preuves nombreuses de leur trahison, il suffit d'aller les arrêter, de les juger et ensuite de les mettre en prison ou pour ceux qui ont commis les crimes les plus graves, de les fusiller. » Alors malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Pourquoi? Parce que ce que ces gens-là veulent, c'est justement le chaos. C'est-à-dire qu'ils veulent déstabiliser nos sociétés. Et le problème, c'est qu'il y a eu une telle infiltration du système que attaquer cette véritable mafia, je le répète, qui est transnationale, c'est un facteur de chaos. Et notamment ça, c'est une clé peu comprise de la présidence Trump, qui est une présidence qui a lutté contre le mondialisme aux États-Unis et dans le monde. Tout a été fait par Donald Trump pour éviter la guerre civile, notamment, où il y a eu un point culminant de cette stratégie de provoquer la guerre civile, c'était au moment des émeutes de Black Lives Matter, qui était le point, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, en 2020. Le deuxième problème auquel on est confronté, c'est que la population, grâce à l'action des médias, et notamment les médias de masse, c'est vrai que je ne l'ai pas dit il y a quelques instants, les médias de masse qui jouent ce rôle en fait de désinformation et de propagande et de protection de cette mafia transnationale,
les médias de masse ont vraiment réussi, en fait, il n'y a pas d'autre mot, à mettre la majorité des populations sous emprise. Et ça a été analysé par des psychologues, notamment quelqu'un comme Ariane Bileran ou d'autres, de dire que les gens aujourd'hui sont sous emprise psychologique. C'est un phénomène qui peut être parfaitement défini. Et le problème, c'est que pour éviter justement ce chaos, je dis toujours pour plaisanter, c'est imaginons que demain, il y ait le 15-2 qui décide de prendre des camions, de monter à Paris et d'arrêter Emmanuel Macron, par exemple. Il y aura encore une grande majorité des Français qui crieront au putsch, qui diront c'est scandaleux, c'est un bon président, il fait ce qu'il peut, etc. Donc, et c'est ça, et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas agir tant qu'on n'a pas réussi à atteindre une masse critique de gens qui ont compris réellement ce qui se passe. Et le troisième point qui fait qu'on est dans une guerre très particulière, c'est que comme il y a eu cette infiltration des institutions, des pouvoirs publics, des médias, de l'université, etc., c'est que c'est bien beau de neutraliser tous ces gens-là, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met à la place? Je veux dire, il faut que la société continue de fonctionner. On ne peut pas, là encore, avoir le chaos. Et il y a une blague, alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est quelque chose qui a été inventé, mais il paraît que Donald Trump aurait dit quand il est arrivé à la Maison-Blanche en 2016, mais maintenant je suis le chef des armées, pourquoi je ne vais pas arrêter tous les gens à Washington qui sont des traîtres, des corrompus, etc. Et un général lui aurait dit, bah oui, mais monsieur le président, si vous faites ça, on arrête 80% des gens qui travaillent à Washington. Donc vous comprenez, il faut aussi, c'est-à-dire que c'est là où il faut, c'était le général de Gaulle qui disait on ne fait de la politique qu'avec des réalités. La réalité, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, face à cette guerre d'un genre nouveau, une guerre qui est fondée sur l'infiltration notamment, plutôt que l'invasion, il faut une nouvelle stratégie. Donc je vais essayer de vous détailler ce soir. Donc la première partie parlera de une des spécificités de cette guerre, qui est la guerre de l'information, et quel rôle, vous, ici présents, vous pouvez jouer dans de cette guerre de l'information. La deuxième partie parlera de l'importance de retrouver sa souveraineté par des actions très concrètes et locales. Et la troisième partie parlera du combat spirituel, qui est une clé très importante sur laquelle vous pouvez agir de manière concrète également. Alors, je parlais de la guerre de l'information. Il faut bien comprendre aujourd'hui qu'on est dans le cadre d'une guerre dite de 5e génération, qui, un de ses aspects, est d'être une guerre cognitive. C'est-à-dire que la maîtrise, c'est très bien résumé par une phrase d'un professeur à West Point. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, West Point, c'est l'équivalent de Saint-Cyr pour l'armée américaine. Professeur James Gordiano qui disait dans une conférence « Le cerveau humain sera le champ de bataille du XXIe siècle ». Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a une guerre, et c'est une guerre en partie pour le contrôle de votre cerveau. Et donc, ce qui est important dans le cadre de cette guerre cognitive et cette guerre de l'information, c'est déjà d'avoir une vision d'ensemble de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Peut-être que la plupart d'entre vous sont venus ici par un élément particulier. Peut-être que c'est parce que vous constatez la corruption dans la société du point de vue des banques, de la finance. Peut-être que ça sera par rapport à la santé. Peut-être que ce sera par rapport à la corruption politique. Peut-être que c'est par rapport, parce que vous avez vu ce qui se passe avec la sexualisation des enfants à l'école. Ce qui est important, et c'est ce que j'essaye de faire dans mes livres et dans d'autres conférences, c'est de montrer la cohérence de ce projet. C'est-à-dire il faut bien comprendre que ce projet a une cohérence, notamment avec une composante fondamentale qui est le transhumanisme, avec le projet de gouvernance mondiale, avec le projet de dépopulation, avec le projet de surveillance généralisée. Et en gros, si je devais résumer, l'idée qu'on essaye de vous vendre aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir une caste des élus qui, eux, continueront à vivre et ils prendront l'avion, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous voyez bien que ceux qui vous font la leçon sur le climat ont leur jet privé, ont leur yacht, ont leurs 15 résidences aux quatre coins du monde, etc. Par contre, vous, il faut que vous preniez à arrêter de prendre des douches chaudes parce que c'est mauvais pour la planète ou de manger un bon steak. Donc ça, c'est la caste des maîtres. En dessous, il y a la caste des serviteurs, parce qu'ils ont toujours dit qu'il fallait quand même des gens pour faire fonctionner la machine. On ne va pas avoir que des robots, on ne pourra pas tout robotiser, mais comme les gens vont quand même avoir conscience qu'on les traite quand même comme des esclaves, et vous voyez qu'on est en train de revenir sur beaucoup de choses, notamment la notion de propriété privée et de logement privé, et ben en fait, il va falloir les faire se tenir tranquilles, et c'est là où intervient tout le projet de pucer, de surveiller les gens en permanence. Donc c'est pour éviter que les esclaves se rebellent. Et la dernière partie qui est absolument abjecte, c'est de dire il y a tous les indésirables, qu'est-ce qu'on va faire des indésirables?
Et ça, c'est ce que dit quelqu'un comme Laurent Alexandre, c'est pas moi qui le dis, il dit avec beaucoup de cynisme, dans une conférence à Polytechnique, je crois que vous pouvez retrouver facilement sur Internet, il y a tous ces gens qui refusent d'aller dans le monde de demain et d'être ces hommes augmentés du futur extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens inutiles? Et ça, quand vous lisez, quand vous travaillez sur ce que c'est que le mondialisme, ce totalitarisme mondialiste dont je parle, il y a un vrai projet génocidaire derrière, et je pèse mes mots. Projet génocidaire, si vous voulez le creuser, il est cité notamment, il y a un ouvrage remarquable de Pierre-Antoine Plaquevent qui s'appelle Globalisme et dépopulation, qui vous donne avec toutes les sources que vous voulez, la genèse, l'historique et les mises en pratique de ce projet. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut bien comprendre ce projet dans sa globalité et dans ce qu'il a de cohérent. Alors ça, c'est le premier point. Et en fait, oui, pour terminer, ce qui est important, c'est que, comme je l'ai dit dans l'introduction, ce projet, personne ne vous en parlera. Je veux dire, s'il n'y a pas des gens comme moi ou des gens comme Pierre-Antoine Plaquevent ou comme d'autres qui interviennent justement pour vous parler, personne d'autre ne vous en parlera. Il y a des gens qui font ce travail, mais il faut que vous ayez conscience que nous sommes une minorité et que nous avons contre nous le système médiatique, le système universitaire, la plupart des grands partis politiques. Donc il faut avoir conscience que ça nécessite de se former. Moi je le dis en toute humilité, pourquoi je fais le travail que je fais aujourd'hui? Parce que je me suis rendu compte à 35 ans passés que tout ce que j'avais appris à l'école durant mes études, c'était bidon de A à Z et qu'on ne m'avait pas donné les outils pour comprendre le monde dans lequel je vivais. Pourtant j'ai fait des bonnes études, j'ai été chef d'entreprise, etc. Et donc j'ai eu cette curiosité de dire je vais creuser. Et beaucoup de gens qui sont arrivés à faire ce travail, eh bien, ont eu la même démarche, mais par des biais différents. Moi, j'ai commencé à me poser des questions via l'économie et la finance. D'autres, c'était par le droit. D'autres, c'était parce qu'ils constataient des choses, par exemple, en tant que policier, militaire, gendarme, etc. Chacun a une porte d'entrée, mais quand on creuse, on peut être de Français, moi je suis en contact avec des gens aux États-Unis, dans d'autres pays du monde. Quand vous creusez, vous arrivez en fait toujours aux mêmes conclusions, aux mêmes personnes, aux mêmes responsables, aux mêmes projets, etc. Mais ça demande de se former et il faut avoir l'humilité de dire je vais retourner à l'école. Je vais retourner à l'école, je vais me former. Et ça, c'est très bien pour les gens qui ont une curiosité intellectuelle, qui aiment apprendre. C'est terrible pour les gens qui se cachent un peu derrière leur diplôme et leur savoir en disant « mais attendez, moi j'ai fait 10 ans d'études, j'ai jamais entendu parler de ça ». Et ça ne peut pas être vrai. J'en ai encore eu un exemple, pas plus tard qu'à la conférence de hier soir, quelqu'un qui travaillait sur les smart cities et qui m'a dit « mais ce que vous dites, monsieur, c'est impossible, je suis un expert, je connais le sujet, etc. » Et en fait, il a fini par partir sans avoir donné un seul argument. Juste son seul argument, c'était « je suis un expert ». Donc ça, on connaît, on les voit, les experts de plateau télé, on connaît l'argument d'autorité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'était de rappeler que ce que vous pouvez faire, c'est de prendre conscience que les médias vous mentent. Ça, c'est quelque chose, ça a l'air simple à dire, mais c'est un pas à franchir et de même comprendre qu'il y a des journalistes qui travaillent pour ces médias qui font leur désinformation de bonne foi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès aux bonnes sources d'information parce qu'ils sont, et notamment c'est très intéressant si vous regardez toutes les agences de fact-checking ou l'AFP, etc., il y a eu des enquêtes qui ont été faites là-dessus, il y a des choses qui ont été mises à jour récemment. Là aussi, c'est une mafia. Je crois que c'était Idriss Aberkan qui avait trouvé une bonne formule qui parlait de blanchiment d'informations en bande organisée. Donc c'est exactement à quoi on assiste. Je vais vous donner d'ailleurs un exemple concret puisque je l'ai vécu personnellement. Ça, c'est pas on m'a dit que. Moi, c'était il y a 6 mois, au mois d'octobre 2022, j'ai fait avec André Berkoff une émission sur un rapport publié par un think tank américain sur la corruption de la famille Biden, notamment sur le fils Hunter Biden. C'est un rapport de plus de 600 pages qui recense de tête 350 ou 450 crimes. Avec tout est sourcé, tout est noté, enfin, il y a toutes les preuves qui viennent de son ordinateur portable, etc. On a fait une émission avec André Berkoff là-dessus, qui m'a invité très gentiment avec beaucoup de réactivité, parce qu'il connaît très bien le sujet. Et on a, en fait, pendant 20 jours, on a été les seuls à parler de ça. Les seuls. Alors que le dossier était sur la place publique aux États-Unis, que tous les médias, je dirais, patriotes américains en parlaient, que le dossier était béton, on a été les seuls à en parler. Alors après, il y a quelques journaux alternatifs comme TV Liberté, Ligne Droite, etc. qui ont abordé le sujet. Mais les vues montaient sur la vidéo. Je crois qu'à la fin, on a terminé à presque 1,5 million de vues parce qu'en fait, on était les seuls. Et donc, les Français qui ne suivent pas André Berkoff, il y a une information importante de niveau international, sourcée, etc.,
et qui émanent de gens crédibles, qui ont un think tank qui est reconnu, etc., enfin reconnu parmi les gens qui travaillent sur ces sujets, eh bien, les Français n'en avaient jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Et je pense qu'il y a peut-être... Qui a entendu parler de cette histoire dans cette salle? Bon, il y a quand même... Bon, j'ai quand même un public qui connaît un peu son sujet. Donc peut-être que certains l'ont découvert grâce à moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il faut avoir conscience que ça, j'ai donné cet exemple parce qu'il est personnel, je l'ai vécu. J'attendais le coup de téléphone, j'aurais même parlé au monde, hein, j'étais prêt à tout. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les journalistes n'ont pas voulu parler de ce sujet, et c'est rigolo, parce qu'il y a encore 3 semaines, il y a eu, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, il y a eu une procédure de destitution, donc d'impeachment, qui a été lancée contre Joe Biden, et les médias français ont titré, déjà n'en ont pas parlé, et ont titré lancement d'une procédure malgré l'absence de fondement ou de preuves. Alors c'est pas grave, on a les mails, on a les textos, on a les témoignages directs, mais à part ça, il n'y a pas de preuves. Donc c'est extraordinaire. Et donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est donc de vous défier des médias de masse qui créent réellement une réalité parallèle, mais c'est aussi de ne pas tomber non plus dans le travers inverse, c'est-à-dire de tomber dans les flux d'informations de résistance et de réinformation. C'est-à-dire, en fait, ce qui est intéressant, c'est de s'extraire de ce qui s'appelle les cycles d'information. C'est-à-dire qu'en gros, je parlais de guerre cognitive, en fait, l'information est conçue pour vous capturer et en fait concentrer votre attention sur un sujet particulier. Et avec toujours une espèce de manipulation émotionnelle pour renforcer le message. Donc c'est des techniques, hein, c'est des choses qu'on apprend. Il y a des manuels qui existent pour expliquer comment on peut capter l'attention des gens, etc. C'est connu par tous les publicitaires, les gens qui font du marketing, les gens du renseignement, etc. Ce sont des techniques. Et en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que ne tombez pas dans la manipulation de BFM pour retomber dans la manipulation du camp des patriotes ou du camp des... En fait, l'important, c'est de libérer votre cerveau de manière générale et de comprendre comment on manipule votre cerveau dans un sens ou dans un autre. Je vais donner un exemple très concret. Je précise que je n'ai absolument rien contre ce film, mais beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Sound of Freedom, du film sur le trafic d'êtres humains, etc. Ben ça, c'est un exemple, c'est-à-dire pendant 15 jours, 3 semaines, on n'entendait parler que de ça. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient dans l'actualité et qui tourne en boucle sur les canaux de résistance, comme des informations mainstream tournent en boucle sur les canaux mainstream. Donc en fait, il faut toujours se méfier d'un sujet qui sort et qui est martelé en boucle et qui est repris partout. Je ne suis pas en train de dire, par exemple, j'ai rien de mauvais à dire sur Sound of Freedom, mais j'utilise cet exemple pour illustrer le danger qu'il peut y avoir de tomber d'une manipulation pour retomber dans une autre. Donc ça, c'est très important. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à titre personnel, pour mener ce combat concernant la réinformation et la guerre de l'information? Vous pouvez faire déjà ce que vous faites ce soir, c'est-à-dire d'assister à des conférences, à vous réinformer, à aller... C'est toujours mieux, plutôt que de regarder des vidéos, d'aller voir les gens, parce que non seulement on peut poser des questions, on peut voir vraiment à qui on a affaire, on est en direct, et en plus on peut rencontrer d'autres gens, on peut tisser des réseaux, etc. C'est pas juste la conférence, c'est aussi tout ce qui se passe autour et les contacts qu'on peut nouer. Donc ça, c'est très important. Ça peut être d'être présent, par exemple, sur les réseaux sociaux pour se réinformer. Ça, c'est un bon outil. Alors après, il faut toujours faire le tri. Mais moi, je pense sincèrement aujourd'hui que si vous n'êtes pas présent sur au moins un réseau social avec des comptes de confiance que vous suivez, que ce soit sur Telegram, sur Twitter ou sur d'autres réseaux, c'est très difficile d'être vraiment informé. Moi, je mène une veille quotidienne et même plusieurs fois par jour sur un ensemble de sites que j'ai identifiés. Voilà, et si vous avez des questions sur des gens à suivre que je peux vous recommander, je le ferai bien volontiers et j'en donne quelques exemples dans mes livres. Il y a plein d'actions comme ça que vous pouvez faire, mais de manière très simple, vous pouvez même réinformer autour de vous et au détour d'une conversation. Par exemple, ma mère fait ça, c'est rigolo, elle fait ça quand elle va chez les commerçants. Elle rebondit sur ce qui se passe, sur l'actualité, sur une question, sur une remarque, et ça permet des fois d'engager la conversation. J'ai quelqu'un qui me recevait à Genève qui fait ça aussi, c'est systématiquement, tac, 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 elle rebondit. Et ce qui est important, c'est d'utiliser les centres d'intérêt des gens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réinformer sur tout, comme j'essaye de le faire dans mon travail ou comme j'essaye de le faire ce soir, de vous donner la vision d'ensemble. Ce qui est important, c'est de trouver l'angle qui va intéresser les gens.
Ça va être peut-être votre artisan qui va dire « mais moi j'ai les coûts de l'électricité ». Expliquez-lui pourquoi les coûts d'électricité sont aussi chers. Parlez-lui du marché européen de l'électricité, parlez-lui de ce que fait la Commission européenne. Si vous êtes un peu bien affûté là-dessus, dites-lui d'où vient la Commission européenne et comment ça a été créé, etc. Enfin voilà, il y a tout plein de choses qu'on peut faire. Il y en a d'autres, ça sera sur la vaccination. Ah bah oui, je viens d'enterrer telle personne qui est morte à 40 ans, était en parfaite santé, et tout d'un coup, boum, crise cardiaque, etc. Ça peut être un vecteur. Il y a plein de choses comme ça que vous pouvez faire. Et ce que je constate aussi, au-delà de ce qu'on peut avoir en relation de personne à personne, c'est qu'en fait, souvent, pour modifier, en tout cas mettre ce qu'on appelle en commercial le pied dans la porte, c'est de changer, ou en tout cas d'intégrer une nouvelle source d'information, parce qu'en fait les gens ont des espèces de routines, c'est-à-dire ils se lèvent le matin, ils allument telle chaîne de radio, ou ils consultent 2-3 sites internet, etc. Et en fait, quand les gens sont prisonniers de ces cycles-là, c'est très difficile de les casser. Et en fait, ils sont toujours exposés aux mêmes choses. Et en fait, parfois, ce qu'il suffit de faire, c'est d'intégrer un nouvel élément. Par exemple, dire, bah, tiens, est-ce que tu connais André Berkoff? Regarde, c'est à midi. Tiens, j'ai entendu l'autre fois que ce sujet t'intéressait. Ce journaliste-là l'a traité dans telle émission. Ou tiens, moi je suis telle newsletter, je sais pas, sur la médecine naturelle, la phytothérapie ou je ne sais quoi. Regarde ça. Et en fait, ça donne vraiment des bons résultats. Moi, je connais quelqu'un qui a vraiment évolué parce que elle a commencé à s'intéresser à la médecine naturelle, donc elle s'est abonnée à une newsletter, et puis elle a commencé en voyant tout ce qu'il y avait sur les remèdes naturels, et puis sur aussi le fait qu'on essaye de casser justement les remèdes naturels, elle a commencé à réfléchir sur la corruption de Big Pharma, et puis après sur la corruption de Big Pharma, elle a commencé à s'intéresser à d'autres choses, tac, 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 et en fait, elle a commencé à faire en fait ce qu'on a tous fait, que je vous disais, à se reformer par ce biais qui était son centre d'intérêt sur la médecine et la santé naturelle. Donc ça, c'est important. Une chose aussi qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la base de la communication, c'est la répétition. Il faut répéter les messages. Parfois, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui me disent « oui, bon, on sait tout ça, on sait tout ça ». Oui, peut-être vous le savez parce que vous êtes très bien informés et vous faites partie de l'infime minorité de résistants. Mais il y a des millions de Français qui ne savent pas ça et qui ont besoin de le savoir. Et peut-être que le dire une fois, ça ne suffira pas. Et c'est exactement ce que font les gens du camp d'en face. Parce que eux, ils martèlent du soir au matin sur les chaînes d'infos en continu. Vous allumez, je veux dire, j'ai fait l'autre fois le trajet entre Strasbourg-Colmar, il y avait 1 heure. C'était un matraquage permanent sur toujours les mêmes sujets. Les flash infos, et puis quand c'était pas le flash info, c'était des petites filles qui appelaient, c'était je sais plus quoi, on répond aux enfants. Alors les inondations au Maroc, quel est le lien avec le changement climatique, etc. Enfin, c'était toujours ces mêmes thèmes qui reviennent incessamment. Vous savez, c'est l'adage qui dit un mensonge répété 1000 fois finit par ressembler à une vérité. Donc quand on fait la démarche dans l'autre sens, il faut répéter, et il faut répéter malheureusement sans se lasser. Gardez aussi à l'esprit que c'est pas bon en fait d'être toujours avec des gens qui sont déjà convaincus. C'est-à-dire l'objectif, on est dans une guerre. Dans une guerre, il faut avancer, il faut faire avancer la ligne de front, si j'ose dire. Alors j'espère que ce soir, alors peut-être que c'est peut-être un peu rude pour eux, des gens qui ne connaissaient pas du tout, qui ont été invités par des amis ou quoi, je ne sais quoi, et qui découvrent en fait tout ce que je suis en train de leur dire, pour vous c'est totalement nouveau. Et donc peut-être que ça va vous faire réfléchir, peut-être que ça va vous choquer, mais en tout cas c'est très important parce que moi ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir le public acquis à Colmar et je pars toujours aux 70 mêmes personnes. Il faut vraiment être dans une démarche de faire découvrir tous ces éléments-là à d'autres personnes, et c'est ce que j'essaye de faire dans mes livres, qui se veulent une manière accessible, sourcée, structurée, de faire découvrir et d'introduire ces sujets-là au plus grand nombre de personnes. Et en tout cas, pour finir cette première partie qui parlait de la réinformation et de la guerre de l'information, il y a une façon très simple que vous pouvez adopter pour faire ce combat pour l'information. C'est cette leçon qui nous a été donnée par le grand dissident russe et écrivain Alexandre Solzhenitsyn, qui disait « Je peux résister de la façon la plus modeste, c'est que le mensonge ne passe pas par moi ». Et ça a l'air simple, mais c'est extrêmement puissant. Et qu'est-ce que voulait dire Solzhenitsyn par là? C'est-à-dire que peut-être dans votre cadre professionnel, dans votre cadre personnel, ce n'est pas possible pour vous de monter au créneau, de vous exposer, vous avez des dynamiques personnelles, familiales, professionnelles, mais au moins, la moindre des choses, c'est de ne pas être vecteur du mensonge. On en parlait une fois avec Charles Gave, et il était d'accord avec moi. Dans une émission, il disait « au moins, ne dites rien ».
taisez-vous si vous ne pouvez pas prendre la parole, mais au moins ne bloquez le mensonge, ne vous en faites pas le diffuseur. Et ça, c'est quelque chose qui est très simple, mais qui déjà contribue beaucoup à ne pas justement vous faire de vous des vecteurs de cette désinformation dans cette guerre de l'information. Alors je vais passer maintenant à la deuxième partie, c'est comment agir pour votre souveraineté. Alors il y a deux aspects à la souveraineté, sur la question de la souveraineté, deux mouvements de fond. Il y a un premier mouvement qui est de tout ce qui est du national vers le supranational. Enfin, je vais parler, pardon, j'ai oublié de préciser ça. En fait, il y a la dimension collective de la souveraineté et la dimension individuelle. Donc sur la dimension collective, il y a un mouvement qui va du national vers le supranational. Et je pense que vous l'avez vu, et je l'ai rappelé au début de mon propos, qu'il y a une tendance, en fait, à déposséder les États de leurs prérogatives. J'ai donné l'exemple de l'OMS, mais on le voit aussi avec l'OMC. On le voit, peut-être que certains ne connaissent pas, avec les CBDC, donc les monnaies numériques de banque centrale qui vont arriver prochainement. Les monnaies numériques de banque centrale, qu'est-ce que c'est? Ça va être des monnaies qui vont contourner les banques de détail, qui vont être émises directement par les banques centrales, et notamment ces monnaies-là vont être en temps réel et vont donner déjà une visibilité totale sur les transactions financières. Il y a quelqu'un, le directeur, le vice-directeur de la BRI à Bâle, que vous voyez vous situer, disait il y a quelques années, j'avais posté l'interview sur les réseaux sociaux, c'est absolument terrible quand une grand-mère donne 100 € à son petit-fils et on ne sait pas où va l'argent, on ne peut pas le pister. Donc l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est de pister chacune des transactions financières, et vous comprenez le lien avec ce que je vous expliquais sur la surveillance généralisée, la numérisation, etc., les goulags numériques. C'est aussi de dire qu'on va pouvoir avoir des monnaies programmables. Alors ça, c'est un peu technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous allez avoir 1000 € dans votre porte-monnaie numérique, et bien sur ces 1000 €, il y aura une programmation qui a été faite, qu'il n'y aura que 100 € que vous pourrez utiliser pour acheter de l'essence, par exemple, ou acheter de la viande. Donc ça sera codé comme aujourd'hui avec un code barre, et donc on pourra dire, ah bah attendez monsieur, là, vous avez épuisé votre argent numérique qui est alloué à votre viande, à votre consommation d'essence. Donc ça encore, c'est des moyens indirects de vous asservir, et bien sûr, ça sera fait pour la planète, etc. Donc ça, c'est cette tendance vers le supranational, la perte de contrôle des États. Et la deuxième grande tendance, c'est de la famille vers l'État. Je pense qu'il faut que vous vous rendiez compte qu'il y a une tendance générale qui est de déposséder les familles de leurs prérogatives, notamment éducatives, mais même tout ce qui touche à la santé, tout ce qui touche même aux valeurs que vous allez transmettre, et c'est l'État qui va vous imposer ces éléments-là. C'est-à-dire que l'État va choisir, va éduquer, va former pour vous vos enfants. Et c'est pour ça que j'emploie le terme de totalitarisme, parce que c'est ce que font tous les systèmes totalitaires. Les systèmes totalitaires prétendent toujours se substituer à l'autorité familiale pour y substituer celle de l'État. C'est ce qu'on a vu dans les régimes communistes, c'est ce qu'on voit avec les Hitler-Jugend, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait plutôt les Greta-Jugend qui sont aujourd'hui dans cette espèce de propagande. On le voit aussi avec le transgenre, etc. Donc ça, c'est un mouvement qui est très puissant et dont il faut avoir conscience. Et en même temps, ça va vers une volonté de dire, eh ben, en fait, ce ne sont plus les parents qui vont décider, c'est nous. Et d'ailleurs, sur un autre sujet que celui de l'éducation, on l'a vu avec la crise sanitaire dans le domaine médical. C'est quand même l'État qui a dit aux médecins ce qu'ils avaient le droit de prescrire. Violation absolument inouïe de la souveraineté des médecins. Et c'est passé comme une lettre à la poste. L'ordre des médecins et le conseil de l'ordre ont laissé faire, n'ont même pas eu ce réflexe corporatiste de dire on défend nos prérogatives, on défend nos droits. Non, c'est passé. Donc c'est l'État qui prétend dire aux médecins comment ils ont le droit de soigner. Et en fait, ça se fait petit à petit. J'en parlais dans mes autres conférences avec de l'ingénierie sociale. Ça se fait petit à petit. Et en fait, les gens acceptent et on prend ça, et petit à petit, à la fin, vous avez tout perdu. Donc, pour, dire comment on peut agir sur la souveraineté. Alors, au niveau collectif, c'est très simple. C'est vraiment basique, c'est retrouver les attributs régaliens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les lois, la justice, la monnaie, les frontières. Et ça, aujourd'hui, c'est présenté comme quelque chose d'extrême droite ou d'anti je ne sais quoi, alors que c'est la définition de ce que c'est le régalien qui a toujours existé depuis que des communautés politiques existent. Aujourd'hui, il faut avoir conscience qu'en France,
on ne contrôle plus les lois, ça se fait par la législation européenne. On ne contrôle plus la justice, la dernière instance, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. On ne contrôle plus la monnaie, c'est la Banque centrale européenne. On ne contrôle plus les frontières, puisque ça se fait au niveau des frontières de l'Union européenne. On n'a plus les attributs du régalien. Et il y a même quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Valérie Bugeaud, qui est une juriste que certains d'entre vous, qui dit en fait, si on a vraiment une analyse poussée et fine, l'État français, en réalité, n'existe plus. Et c'était déjà ce que disait il y a plus de 20 ans Marie-France Garot, qui était une souverainiste qui était conseillère de Jacques Chirac. Elle disait en réalité, on parle de l'État français, mais l'État français n'a plus aucun attribut de sa souveraineté, en réalité. Donc ça, c'est un élément très simple. J'ai évoqué la monnaie il y a quelques instants. Il faut bien comprendre que le pouvoir de ceux qui dirigent la société en coulisses provient de leur contrôle de la monnaie et de la finance, et que ça les place, notamment en Occident, sous le contrôle. Le politique, en fait, est complètement soumis aujourd'hui à l'économique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pourrais revenir si ça vous intéresse, qui distingue notamment ces pays qu'on présente comme ces horribles dictatures, etc., comme la Russie, la Chine, c'est que ce sont des pays où l'économique est encore soumis aux politiques. Oui, c'est ça, l'économique est soumis aux politiques. Quand Vladimir Poutine prend le pouvoir dans les années 2000, il met les oligarques autour d'une table et il dit maintenant ça suffit, je vais vous laisser agir, faire vos affaires, etc., mais vous ne vous mêlez pas du politique. Et forcément, il y en a un qui a voulu tester, il était tout de suite neutralisé. En Chine, c'est la même chose. Donc, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la Russie ou de la Chine, je dis juste que objectivement, ce sont des sociétés où le pouvoir économique, même si vous êtes un milliardaire, je veux dire, ça ne vous met pas à l'abri, vous n'êtes pas intouchable vis-à-vis du pouvoir politique. Aujourd'hui, en France, c'est le contraire. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est si vous avez le pouvoir économique et financier, vous êtes intouchable vis-à-vis du politique. Donc ça, c'est un point important à comprendre. Du point de vue très concret, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à la monnaie? C'est d'utiliser l'argent liquide. Vous avez bien conscience, je pense, qu'il y a une véritable guerre qui est menée au cash. On essaye de tout faire, ça va dans le sens des monnaies numériques. Tant que possible, utiliser le cash pour payer, utiliser la monnaie liquide, parce que ça, c'est très important. C'est, une fois de plus, une souveraineté. C'est utiliser notre argent comme bon nous semble, parce que même les transactions avec une carte bancaire peuvent être consultées par votre chargé de compte ou par la personne qui peut regarder vos comptes. Donc ça, c'est important. Je dirais, alors de manière, pour la question de la souveraineté, alors là, on est vraiment à l'échelle plus basse, c'est d'agir politiquement dans la cité. Alors moi, je vous dirais agir politiquement au niveau local. Au niveau local, il y a des choses à faire, notamment au niveau des mairies. Il y a les élections municipales qui arrivent. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de maires, maire c'est un métier très ingrat aujourd'hui. Il y a beaucoup de maires qui jettent l'éponge. Si vous vous sentez d'agir dans la cité, réfléchissez à vous présenter aux élections locales, parce que le maire peut en faire encore beaucoup de choses, notamment par exemple sur l'approvisionnement des cantines, sur les permis de construire, il y a les communautés de communes qui ont de plus en plus de compétences, il y a quand même la sécurité, il y a beaucoup de choses que peut faire un maire. Et donc ça, c'est très important, c'est encore une interface en plus à une échelle directe, vous pouvez agir sur les choses concrètes. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est une chose que vous pouvez faire et qui peut être utile. Et alors je dirais juste une dernière chose à ce sujet, puisqu'on parle de politique. Il y a une chose qu'il faut assumer quand on s'engage dans la politique. Alors déjà, il faut le faire en ayant vraiment la volonté de le faire sérieusement. Parce que moi, je déplore toujours qu'il y a beaucoup d'initiatives où c'est un peu le carnaval, il y a des listes un peu fantasques, etc. Quand on se présente à une élection, il faut vraiment le faire avec l'esprit de gagner et de vouloir participer à la vie de la cité. Et si vous n'êtes pas en position d'être éligible parce que la dynamique locale ne s'y prête pas, montez une liste, faites des sondages pour montrer que votre liste peut recevoir XX% et négociez au moins d'avoir des gens au conseil municipal, des adjoints, etc. Si vous voulez vraiment le faire, faites-le sérieusement et négociez, rentrez dans le rapport de force politique. Et donc, la chose à assumer, oui, c'est cette idée de verticalité. Et moi, je constate, je dis ça parce que je discute avec beaucoup de résistants, etc. Il y a un peu une mode qui est de dire, mais non, nous, attendez, on ne veut pas de chef. Alors, dès que j'entends ça, tic, signal d'alarme qui se déclenche en tant que chef d'entreprise. Pourquoi? Pas parce que j'ai cette obsession du pouvoir ou quoi que ce soit, c'est parce que le fait qu'il y ait des chefs, ça sert quelque chose d'utile. Un chef, c'est déjà, on l'a oublié parce qu'aujourd'hui on n'est plus dans cette conception du chef, un chef, c'est assumer la responsabilité, c'est savoir qui est responsable. Quand il n'y a pas de chef, on ne sait pas qui est responsable, à qui on va demander des comptes au final. Ce que je constate aussi, c'est quand on dit qu'il n'y a pas de chef, c'est parce que souvent, en fait, il y a un pouvoir caché.
Peut-être que certains l'ont vécu dans le milieu associatif. On dit oui, oui, il n'y a pas de chef, c'est des décisions collégiales. Tu parles, Charles. En réalité, il y en a 3-4 qui décident. Et en fait, c'est eux qui font la loi dans l'association. Mais en fait, comme il n'y a pas de chef, eh ben, c'est facile. C'est jamais de leur faute. En fait, il y a les avantages du pouvoir sans les inconvénients. Donc ça, c'est important. Et il y a un point qui est peut-être plus technique, c'est que quand il n'y a pas de hiérarchie claire, il y a ce que le philosophe René Girard appelait la concurrence permanente via la rivalité mimétique. C'est-à-dire qu'en fait, pour dire des choses d'une manière moins savante, c'est en fait qu'il y a une compétition permanente pour prendre la place du chef. Et en fait, l'organisation, au lieu de faire son travail et d'agir dans son objet qui est le sien, en fait, elle perd son énergie à des luttes pour la prise du pouvoir et ça change au gré des alliances, etc. Donc en fait, c'est une organisation qui est dysfonctionnelle. Donc moi, je vous dirais, si vous voulez agir vraiment sérieusement, définissez des responsabilités de chef, définissez-les clairement, fixez des hiérarchies et fixez qui est responsable de quoi. Et ça peut tout à fait être fait de manière démocratique, de manière tout ce que vous voulez, mais une fois que c'est fixé, il faut se tenir à ce qui a été fixé et pas créer des choses parallèles. Donc ça, c'était au niveau, on va dire, plus collectif. Après, je vais descendre d'un cran dans ce que vous pouvez faire de manière concrète en tant qu'individu. Alors, il y a déjà un mécanisme que je voudrais détailler pour vous avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai parlé de l'État qui se substituait de plus en plus à la famille. Il faut vraiment comprendre qu'on parle d'État nounou, ce n'est pas une figure, c'est-à-dire que l'État est en train de devenir la figure d'autorité parentale. C'est-à-dire que la cellule familiale est dépossédée de son autorité et c'est l'État qui la remplace. Et ça, c'est un mécanisme de dépossession qui est extrêmement pervers. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans la crise actuelle où on a cette mafia qui a pris le contrôle de l'État, ça devient très difficile pour beaucoup de gens d'accepter cette situation parce que dans leur esprit, l'État est assimilé aux parents. Et ça veut dire que remettre en cause l'État, c'est dire en gros, je résume, c'est que vos parents vous veulent du mal. Et ça, pour la plupart d'entre nous, c'est un tabou absolu. C'est la chose la plus difficile à admettre. Et tous les gens, par exemple, qui témoignent, qui ont été victimes d'abus sexuels, de violences familiales, etc., disent que c'est le point de blocage. Et donc, si on file la métaphore qu'aujourd'hui on est victime d'abus, d'emprise de la part de l'État, eh bien, on est dans la même logique. On a du mal à accepter qu'en fait, l'État est comme un parent toxique qui s'est attribué l'autorité parentale, et donc on identifie l'État à cette figure parentale. Et donc la réponse à ça, qu'est-ce que c'est? C'est de reprendre en main notre souveraineté, et donc d'agir, de dire, bah, écoutez, l'État, il a ses fonctions, mais sur un grand nombre de sujets, c'est moi en tant que citoyen souverain qui reprend mon autorité sur ces sujets. Alors sur quoi? Bah, ça peut être déjà sur l'alimentation, ça peut être sur la santé, ça peut être sur l'information et ça peut être sur l'éducation. Et j'incite vraiment sur l'éducation parce que c'est un sujet qui n'est pas assez évoqué à mon sens. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait cet endoctrinement sur les enfants. Et donc tout système sait que qui contrôle le cerveau des enfants contrôle l'avenir. Et donc aujourd'hui, il y a une véritable guerre qui est menée à toute forme indépendante d'éducation ou même d'instruction. Et je tiens quand même à rappeler qu'en France, la loi dit explicitement que ce qui doit être donné à des enfants, c'est l'instruction. On a un devoir d'instruire les enfants, mais les moyens sont à la discrétion des parents. C'est-à-dire que vous pouvez faire appel à l'école publique, vous pouvez aller à l'école privée, vous pouvez aller dans des écoles hors contrat et vous pouvez même faire l'école à vos enfants vous-même. Et donc l'État, si vous faites ça, l'État a tout à fait le droit de vérifier que vous avez les compétences pour le faire, que ça ne sert pas à cacher des cas de maltraitance ou d'abus, etc. Ça, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, il faut quand même le savoir que jusqu'à l'année dernière, l'école à la maison, ce qu'on appelle l'instruction en famille, était un régime déclaratif, c'est-à-dire vous déclariez au rectorat que vous faites l'école à la maison. Maintenant, c'est sur la base d'une autorisation. Et ces autorisations sont de plus en plus difficiles à avoir et ne le seront plus du tout dans quelques années. Donc ça, c'est un scandale absolu, c'est-à-dire que vous avez les créneaux qui sont en train, les espaces de liberté qui sont en train de se réduire, et il n'y a absolument aucune réaction à ce sujet. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans 2 ans, vous serez obligé de mettre vos enfants dans une école qui va faire la promotion du transgenre, qui va leur expliquer qu'il y a 45 sexes, mais pas de lire et d'écrire et compter correctement. Juste pour vous situer, j'ai vu ça avant de venir tout à l'heure, aujourd'hui, il y a, je crois, plus de la moitié des élèves de 6e. Quand on leur pose la question combien il y a de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure, il y a la moitié qui ne savent pas donner la réponse. J'ai regardé les annales du concours des professeurs des écoles de cette année.
je crois qu'il y avait plus de 60%, je crois, qui n'étaient pas capables d'identifier correctement le temps conditionnel. Donc, je veux dire, il y a un effondrement du niveau déjà des élèves, mais aussi du corps professoral. Donc, sans parler de l'idéologie, des opinions religieuses, politiques, etc., si vous voulez juste que vos enfants aient une instruction de base et que vous voulez les retirer de ce système qui est là, en fait, pour les abrutir. Et pourquoi les abrutir? Parce qu'ils seront encore plus faciles à asservir. Et ben, en fait, les espaces de liberté sont en train de se réduire. Il y a, alors, au cas où vous ne le sauriez pas, je sais qu'à Colmar, il y a une école hors contrat qui s'est créée, qui s'appelle l'école Sainte-Odile, qui est associée à la paroisse de la Croix-Glorieuse, qui s'est montée. Donc ça, c'est important, parce qu'une école hors contrat qui se crée, c'est vraiment quelque chose de rare, et ça a demandé un effort colossal. Donc c'est quelque chose à savoir, si vous avez des enfants qui sont dans le primaire, sachez qu'il y a une école hors contrat qui vise justement à cette excellence éducative, et on ne leur parlera pas du transgenre et des LGBT, qui s'est créée à Colmar l'année dernière et qui ne demande qu'à se développer. Donc il y a ça. Une autre chose très pratique que vous pouvez faire, c'est protéger vos enfants des écrans. Ça, c'est un cheval de bataille que j'ai parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de l'effet destructeur des écrans sur le cerveau des enfants. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun débat vraiment là-dessus. Il y a des palanquées d'études vraiment solides, ce n'est pas les fausses études de la fausse science. Il y a notamment un livre extraordinaire que je cite à chaque fois parce qu'il est parfaitement représentatif, c'est La fabrique du crétin digital de Michel Desmurget. C'est un livre extraordinaire si le sujet vous intéresse et il montre comment le numérique détruit le cerveau des enfants. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est connu. Il faut savoir, moi je l'ai découvert comme ça, que par exemple beaucoup de gens qui travaillent dans la Silicon Valley et qui vendent des iPads, des iPhones, ne donnent pas ça à leurs enfants et ne mettent pas ça dans leurs écoles de leurs enfants. Et récemment, la Suède, qui était à la pointe de tous ces trucs-là, est revenue au cahier, au manuel, au papier, parce qu'ils ont encore des scientifiques qui tiennent la route et qui ne sont pas des idéologues et qui se sont rendus compte qu'en fait, ça détruisait littéralement le cerveau des enfants. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et moi, je suis bien placé pour en parler puisque j'ai travaillé quelques années dans le jeu vidéo. Il faut bien avoir confiance que le numérique, alors déjà les écrans en eux-mêmes, mais tout ce qui est jeu numérique, etc., est conçu, en fait, pour faire quoi? La principale conséquence, c'est que ça détruit la capacité de concentration. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui aujourd'hui ne sont plus capables de se concentrer au-delà de 3 ou 5 minutes et qui ne sont, et ça c'est encore plus grave pour l'avenir, ne sont plus capables en fait de faire des efforts soutenus pendant une période déterminée et de différer la récompense. Ça, c'est une mesure qui est pareil très connue dans les milieux des sciences de l'éducation. La variable clé du succès professionnel, personnel, etc., c'est la capacité à endurer une frustration pour différer la récompense. C'est-à-dire, par exemple, vous faites du sport, c'est pénible, etc., mais à la fin, vous avez un corps en bonne santé. Vous allez étudier, vous allez faire médecine pendant 10 ans, à la fin, vous allez être chirurgien. Et si on parle même dans le domaine de la morale, c'était autrefois, vous faisiez la cour à une femme pendant une année, vous vous fiancez, etc., et une fois que vous l'aviez épousée, là, vous pouvez avoir des rapports sexuels avec elle. C'était pas vous la chopiez en boîte 5 minutes après avoir dansé avec elle sur le dance floor. Donc aujourd'hui, on est dans des sociétés qui sont dans une capacité à détruire la capacité de différer la récompense. Et en fait, c'est des gens qui sont incapables de gérer la frustration et qui veulent des récompenses tout le temps immédiates. Et ça, c'est le meilleur moyen de faire un peuple esclave. Donc ça, c'est important. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants, vos petits-enfants. Alors, c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable addiction. Le mot est faible. Enfin, le mot est peut-être fort et à la fois faible. Mais je veux dire, c'est très compliqué d'enlever les smartphones, les téléphones, etc. des mains des enfants s'ils ont été habitués à en avoir. Et ça, on en parlait parce qu'il y avait beaucoup de parents à Genève qui m'ont interrogé là-dessus. On se demandait, mais comment on peut faire? Parce que souvent, le problème, c'est que tous leurs copains en ont. Et en fait, une des mères de famille a eu une très bonne suggestion que je vous livre ce soir. Comme ça, c'est l'intelligence collective. Elle disait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut repérer 3 ou 4 parents qui ont le même problème et qui voudraient faire la même chose, et de faire jouer les enfants entre eux. Parce que comme ça, en fait, l'enfant n'est pas tout seul, il a 4 ou 5 copains qui, eux non plus, n'ont pas de portable. Et du coup, il est plus isolé. Et donc ça, c'est une chose simple qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place. Et en plus, ça permet aussi de développer des réseaux, etc., de trouver des gens qui partagent les mêmes valeurs, etc. Donc ça, c'est un vrai point. Pour avancer là-dessus, je parle beaucoup des enfants parce que c'est l'avenir. C'est tout ce qui touche à la sexualisation des enfants. Et notamment, alors il faut bien avoir conscience de ce qui est en train de se passer, c'est que la sexualisation des enfants, elle a 2 aspects.
elle vise d'une certaine manière à complètement les détruire sur le plan psychique vis-à-vis de tout ce qui est la propagande à un âge où c'est pas du tout l'âge de leur parler de ça. Il y a beaucoup de psychologues qui ont expliqué que quand on parle de ces sujets sexuels, ou même pire encore, qu'il y a des expériences sexuelles à un âge jeune, on bloque le développement émotionnel des gens. Et c'est vraiment le projet, hein, c'est vraiment de bloquer les gens émotionnellement. C'est vraiment l'idée toujours d'asservir les gens et d'en faire incapables des adultes souverains et pleinement fonctionnels. Et en même temps, ça vise à la normalisation de la pédophilie. Il faut vraiment avoir conscience que, vous savez, ça s'appelle la fenêtre d'Overton. En fait, c'est une stratégie, là encore, d'ingénierie sociale qui vise à rendre acceptables des choses qui sont rejetées par la société. Et c'est normal, c'est-à-dire que la première réaction, c'est jamais ça. Et puis après, on commence à en parler. Et puis 10 ans après, il y a une minorité qui... Et puis 20 ans après, c'est devenu banalisé. Et en fait, ça s'appelle la fenêtre d'Overton, ou d'Overton, pour comment on le prononce. Donc vous pouvez regarder. Et en fait, là, aujourd'hui, on est dans ce projet de normaliser la pédophilie. Il y a un exemple de ça, c'est que maintenant, aux États-Unis, il y a un mouvement qui se lance. Il ne faut plus dire pédophile parce que c'est stigmatisant, il faut dire personne attirée par les mineurs. Donc vous voyez comment on est en train de glisser. Et donc tout ça, on parle des droits sexuels de l'enfant. Et il y avait quelqu'un, je ne sais plus, je crois que c'était une pédopsychiatre qui faisait remarquer à juste titre que par exemple, il y a un lien avec le transgenre. Vous allez me dire quel rapport, je vais vous expliquer. Parce que si on considère qu'à 8 ans, un enfant peut décider de changer de sexe, c'est une décision extrêmement grave, et bien après on peut arguer devant un tribunal que s'il est capable d'avoir le discernement pour changer de sexe, il peut avoir le discernement pour avoir des relations sexuelles avec un adulte. Je veux dire, il faut comprendre la logique. Et ce que je voudrais signaler aussi, et c'est peut-être quelque chose qui est moins politiquement correct, c'est qu'il n'y a pas que les prédateurs qui utilisent leur complicité dans le monde éducatif, etc., pour faire avancer leurs projets. Il y a toute une culture qui vise à sexualiser les enfants. Ça passe par ce qui se passe dans les séries, dans les programmes qu'on propose aux enfants, et ça passe aussi par la mode. Moi, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement prude, je suis un Français, je l'ai expliqué dans Être français, j'admire la France avec toute cette mode et toute cette capacité à embellir le corps de la femme, mais je trouve que vraiment, on voit aujourd'hui dans la rue des enfants de 12-13 ans qui sont habillés de manière vraiment indécente, de manière hyper sexualisée. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais que pensent les parents qui laissent faire ça? Est-ce qu'ils se rendent compte de ceux qui font à une petite fille de 12-13 ans qui n'a pas un âge où on doit s'habiller de cette manière-là? Et ça, c'est quelque chose de très important. Et là encore, il y a une vraie démission des parents, parce que, là encore, un parent devrait dire « mais attendez, je mets stop », mais comme la société, comme l'État, personne ne dit rien, et ben donc ça veut dire que les parents qui sont au-dessus de nous sont d'accord et on peut y aller. Et je voudrais revenir, puisque je parle de ça, sur justement le rôle du foyer et de la parentalité, et notamment du rôle des pères. Parce que je fais beaucoup de conférences, je me déplace, je suis en contact avec beaucoup de personnes, et je suis frappé, j'ai été frappé de voir qu'il y a beaucoup de résistants qui sont en fait des résistantes et qui sont des femmes. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes, il y a des hommes qui montent au front, il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns en tout cas, ils sont pas inexistants, mais il y a beaucoup de femmes. Et ça m'a interrogé. Je me suis dit, mais pourquoi il y a les femmes? Et donc j'ai réfléchi, je vous livre ma réponse ce soir. C'est parce que en fait, aujourd'hui, ce qui est attaqué, c'est carrément la cellule familiale. La femme est la gardienne du foyer, et il y a cette espèce d'instinct chez beaucoup de femmes de dire, en fait, là, on attaque le foyer, et moi, je suis le dernier rempart. Et en fait, c'est terrible, parce qu'en fait, le premier rempart, ça doit être l'homme. Dans la vision traditionnelle, il y a cette femme qui est gardienne du foyer, et il y a l'homme qui est sur le rempart extérieur, qui est le gardien de la cité. Il y a l'oikos qui est le foyer, et il y a la police qui est la cité, la police au sens grec du mot, c'est-à-dire la cité au sens large. Et l'homme, il est dans la police, et la femme, elle est dans l'oikos. Avec, bien sûr, ça c'est une vision globale, il peut y avoir des exceptions, mais c'est les rôles traditionnels. Et aujourd'hui, le rempart de la cité, il a été enfoncé, les ennemis sont rentrés, et maintenant, ils arrivent sur le foyer. Et donc, il faut avoir conscience de ça, surtout je parle aux hommes, c'est vous, messieurs, vous avez un rôle très important, vous devez monter au créneau, vous devez épauler vos femmes, et vous devez épauler vos épouses, et vous devez épauler vos mères, vos grands-mères, et vous devez repousser déjà l'envahisseur hors de la cellule familiale, et vous devez ensuite monter sur le rempart avec votre bouclier et votre épée à la main, et vous devez repousser l'ennemi au-delà des limites de la cité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, et je pense que dans ce combat, c'est aussi aux femmes
de laisser la place aux hommes, parce qu'on est aussi à travers ce féminisme militant, où en fait les femmes sont en concurrence avec les hommes et on est dans la négation de la complémentarité de l'homme et de la femme, qui est un des piliers et pour moi un des traits vraiment de génie de notre civilisation occidentale. Donc ça, c'est ce point-là sur la famille. Et je voudrais terminer par encore quelque chose de plus pratique, c'est par un exemple. Parce que bien sûr, cette conférence étant filmée et puis étant un bon citoyen, je ne veux pas appeler à la désobéissance civile ou au sabotage. Je déplore et je condamne toutes les actions qui pourraient aller dans ce sens. Mais je voudrais vous donner un exemple qui est un exemple à Londres. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. À Londres, il y a, parce qu'on est dans ce projet des Smart Cities, il y a des caméras qui ont été mises en place pour les zones zéro émission. C'est-à-dire qu'à Londres, maintenant, quand vous n'avez pas la bonne voiture, vous savez, la voiture des ploucs qui fument des Gauloises et qui roulent au diesel, comme avait dit un membre du gouvernement il y a quelques années, en fait, vous êtes frappé d'une amende et donc votre plaque est scannée par ces radars, etc., ces caméras, et vous recevez directement l'amende. Et donc, il y a des citoyens qui s'appellent les Blade Runners qui ont décidé en fait, d'aller scier ou dévisser méthodiquement toutes les caméras de surveillance qui existent. Ils font ça la nuit et ils postent les vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, je déplore et je condamne ce genre d'action. Et donc, ils font ça, et donc avec des résultats qui sont d'avoir 90% des caméras du sud-est de Londres qui ont été neutralisées. Alors, bien sûr, la municipalité a eu l'idée de mettre des voitures avec des caméras mobiles. Bon, pas de bol, les pneus ont été dégonflés et les voitures ne peuvent plus rouler. Voilà, j'ai vu aussi, je ne sais plus si c'était en Suisse ou je ne sais plus où, il y a des gens, là ils sont un peu plus équipés, qui ont eu l'idée aussi de meuler des antennes de téléphonie ou des antennes de 5G. Bref, il y a des choses qui peuvent être possibles. Je dirais aussi, parce que moi je suis très attentif à la santé de mon auditoire, si vous êtes par hasard à l'intérieur du système et que vous voyez des choses qui vous posent problème, moi je ne voudrais pas que vous fassiez des AVC ou des crises cardiaques parce que c'est la saison en ce moment. Surtout, allez-y doucement, prenez votre temps, voilà, n'allez pas trop vite. Le dossier, il peut attendre 1 mois, il peut attendre 2 mois. Vraiment, allez-y doucement, quoi. Je veux dire, n'allez pas trop vite, ne vous surmenez pas. Ça peut être aussi une façon d'éviter que les choses aillent trop vite. Et donc, pour terminer sur ce point, je voudrais vous dire, refaites, si on parle de la souveraineté, refaites vraiment de la politique. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous fait croire que faire de la politique, c'est mettre un bulletin dans l'urne une fois tous les 3-4 ans. Moi, je vais vous donner un exemple très concret de ce que ça peut être de faire vraiment de la politique. Imaginons dans un futur pas si lointain, où parce que vous avez refusé que votre enfant assiste à un cours de propagande sexuelle dans son école, vous avez décidé de le retirer de ce cours. Imaginez que parce que vous avez fait ça, vous êtes dénoncé par le proviseur de l'établissement. Et imaginez que parce que vous avez été dénoncé par le proviseur, on vous envoie les services sociaux pour vous retirer vos enfants. Ça peut sembler de la science-fiction et c'est déjà arrivé à certains parents dans certains États, notamment au Canada par exemple, ou dans certains autres pays occidentaux. Et ma question c'est, si cette situation a lieu, est-ce que vous êtes capable de prendre votre téléphone et vous avez 10 personnes que vous pouvez appeler qui viendront faire un bouclier humain pour empêcher les services sociaux de rentrer dans votre domicile? Est-ce que vous avez dans votre répertoire de téléphone 10 personnes de confiance qui vous aideront et qui seront là parce que vous leur avez demandé de l'aide? Je vais donner un autre exemple. Imaginez que vous avez votre vieille maman qui doit avoir un traitement à l'hôpital. Elle a fait ses 3 doses, elle a écouté le gouvernement, mais elle a eu des effets secondaires, etc. Là, elle ne veut plus, c'est plus possible. On a le retour du masque, le retour du pass sanitaire, etc. Votre vieille maman a besoin de son traitement. Est-ce que vous êtes capable d'appeler 10 copains un peu énervés qui auront expliqué au vigile de l'hôpital que là, la maman, il va falloir qu'elle rentre? C'est ça, faire de la politique. C'est ça, agir au niveau pratique, au niveau local. Et c'est exactement ça que ceux qui nous dirigent et que les pouvoirs politiques ne veulent pas que vous fassiez. Parce que là, vous reprenez votre souveraineté et vous reprenez une capacité d'action dans la cité, dans le monde réel. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et tout est fait aujourd'hui pour vous désocialiser, pour vous atomiser, pour vous déconnecter de toutes les solidarités organiques et collectives, alors qu'en fait, on sait aujourd'hui, on le sait depuis toujours, l'être humain n'est pas fait pour être isolé. L'être humain est fait pour vivre en communauté et on agit toujours d'un point de vue collectif. C'est la capacité d'action collective qui nous donne un poids, qui nous donne du pouvoir.
Et en politique, vous n'avez un pouvoir que quand vous avez une capacité d'action réelle dans le monde réel. Alors, j'arrive à la dernière partie de cette conférence qui concerne le combat spirituel. Alors, pourquoi je parle de ça ? Parce que vous allez me dire quel rapport avec le sujet, avec le totalitarisme mondialiste. Alors parce que le projet mondialiste est fondamentalement se joue aussi sur une dimension spirituelle. Je ne vais pas la détailler parce que je le fais déjà dans mes livres et je ne voudrais pas alourdir la conférence, mais ce que je voudrais vous dire de manière très simple, c'est qu'aujourd'hui nous vivons dans une société qui nie une chose très simple, qui nie le surnaturel, qui est dans le matérialisme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que nous sommes dans une société qui nie, par exemple, l'existence de l'âme ou la possibilité d'une vie après la mort, qui nie l'existence d'un paradis ou d'un enfer, qui nie le pouvoir, par exemple, de la prière ou la possibilité des miracles. On est dans un monde qui est réduit à la matière, et ça vous donne une clé, mais je ne vais pas la détailler outre mesure, par exemple, pour comprendre cette espèce d'obsession de ceux qui nous dirigent, par exemple, pour tout ce qui touche au transhumanisme ou la quête de la vie éternelle. Parce que si on ne croit pas, par exemple, à l'âme ou à une existence après la mort, une vie après la mort, la continuité après notre passage sur cette terre, eh bien, forcément, on cherche à allonger cette vie terrestre par tous les moyens. Si on ne croit pas à une morale naturelle, c'est-à-dire qu'il y a un bien, un mal et que ce sont des choses réelles et intangibles, eh bien, dans ce cas-là, on comprend aussi pourquoi il y a la pédophilie, pourquoi il y a toutes ces déviances sexuelles, parce qu'en fait, il n'y a plus de morale. On est au-delà du bien et du mal. On est dans cette espèce de vision qu'avait eu Dostoïevski, ce grand écrivain russe à la fin du 19e, qui faisait dire à un de ses personnages nihilistes, « Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis ». C'est ça, en fait, la réalité d'un monde matérialiste. Et je voudrais aussi dire une chose à ce sujet, c'est que parfois, on me dit dans les conférences, et peut-être que ce sera la remarque de certains d'entre vous, moi je suis quelqu'un de spirituel, mais par contre je combats la religion ou toute forme de religion organisée. Alors moi je dis d'accord, très bien, mais il faut que vous ayez conscience que ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire il y a quelques instants. La spiritualité, c'est par définition quelque chose qui est individuel, qui est personnel. La religion, c'est nécessairement quelque chose qui est organisé et qui est collectif. Et parce que c'est collectif, il y a des règles, il y a des dogmes, et il y a des choses sur lesquelles la communauté doit être d'accord. C'est comme dans une société, chacun ne fait pas sa loi. On a une loi, et cette loi, elle s'applique à tous. Après, on peut agir sur le processus législatif, mais en tout cas, une fois qu'elle est décidée, la loi s'applique à tous. Et la religion, c'est la même chose. Et en plus, si on réfléchit, si on pousse un peu le raisonnement au bout, on voit l'absurdité d'une spiritualité qui serait purement individuelle. Un exemple très simple, c'est les jours fériés. Je veux dire, pour avoir des jours fériés et des grandes fêtes, il faut bien que tout le monde soit d'accord sur le jour férié. Sinon, on va avoir cette proposition qui était délirante, je crois, d'un député macroniste qui disait on va avoir les jours fériés des musulmans, les jours fériés des juifs, les jours fériés des chrétiens et puis les jours fériés de ceux qui sont athées ou je sais pas quoi, qui vont fêter, etc. On voit que des gens qui font une société qui fonctionne comme ça ne peut pas faire société. Une religion, c'est forcément quelque chose qui est collectif. Et donc ça participe aussi, et c'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus, sur le fait de dire, en fait, on veut une espèce de religion à la carte pour chacun, ça contribue aussi à détruire le sens du collectif. On empêche les gens de faire société à travers cette idée que, en fait, on est atomisé et que chacun, finalement, a des croyances et qui ne concernent pas le collectif. Et c'est d'autant plus important parce que ce que j'ai été amené à comprendre, et ça a été vraiment un très long processus, et je l'explique, je le détaille dans le volume 3 de mes essais, j'ai vraiment compris qu'en fait, il faut remettre la hiérarchie, c'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui se concentrent sur le politique, et d'ailleurs tous les médias ont le regard braqué là-dessus, d'ailleurs sur vraiment la politique politicienne. Au-dessus de ça, il y a le culturel, ou ce qu'on appelle le métapolitique, et au-dessus de ça encore, il y a le spirituel. Et la formule que j'ai pour résumer ça, c'est que les erreurs politiques sont toujours le fruit d'erreurs théologiques. Si vous avez une théologie qui est déformée ou qui est mauvaise, vous aurez une application politique qui sera mauvaise. Je vais vous donner un exemple de ça. Qu'est-ce qu'ont en commun tous les totalitarismes? C'est de promettre à l'homme le paradis sur Terre. Que ce soit le communisme, que ce soit sous une autre forme le nazisme avec l'homme supérieur, etc., le Übermensch et la race aryenne, et que ce soit le mondialisme. L'utopie de Klaus Schwab, l'utopie de ce monde connecté, etc., c'est une utopie. L'utopie transhumaniste, c'est une utopie. Et ça c'est une rupture complète, notamment avec la théologie chrétienne, parce que la vision chrétienne, et c'est pour ça que je suis chrétien, elle est à mon sens beaucoup plus lucide et beaucoup moins dangereuse. Parce que qu'est-ce que nous dit la vision chrétienne? La vision chrétienne ne nous dit pas comme Rousseau,
et comme toute la philosophie des Lumières, que l'homme est bon par nature, la théologie chrétienne nous dit que l'homme est marqué par le péché originel, et que parce que l'homme est marqué par le péché originel, il faut justement des institutions, qu'elles soient politiques et religieuses, qui l'empêchent de basculer justement du mauvais côté. Il faut lui mettre des cadres. Et que si on laisse libre cours, on laisse l'homme faire n'importe quoi, ça se finit toujours mal, parce qu'il y a cette inclination au péché. Et pourquoi je suis, en tant que chrétien, je suis spécifiquement catholique? Parce que je l'ai dit il y a quelques instants, moi je crois à la hiérarchie et je crois à l'importance d'une hiérarchie qui va fixer des règles communes, et ça ne va pas être notamment comme chez les protestants, où chacun, en fait, par son interprétation individuelle, va avoir sa vision et son interprétation des textes sacrés. Et je termine aussi pour ça en disant qu'il faut bien comprendre que si on n'a pas je dirais à la fois cette verticalité et ce collectif, notamment sur le plan politique et religieux, eh ben on retrouve toujours cette notion de rivalité mimétique, c'est-à-dire la guerre du tous contre tous. Et c'est exactement ce que veulent les gens qui nous dirigent. Vous avez bien conscience qu'ils essayent à chaque fois de plus en plus finement de fracturer la société, de diviser les gens, et que là, ce qu'on a vécu avec le Covid, on a même été jusqu'à diviser au sein des familles. On a divisé au sein des repas de famille, avec même jusque des choses complètement dingues, de dire on va mettre mamie à la cuisine, ou celui qui n'était pas vacciné, on va le mettre dehors dans la véranda, etc. Et ça, c'est vraiment, je reviens encore sur la partie spirituelle, c'est vraiment la logique du diable. Le diable, c'est diabolos, c'est celui qui divise. Et nos adversaires ont tout le temps à cœur de nous diviser, parce que c'est la bonne vieille technique du diviser pour régner, et en fait, c'est ça qui garantit leur pouvoir, et c'est ça d'ailleurs ce que fait l'État. L'État, ça a été très bien analysé, notamment par quelqu'un qui s'appelle Lucien Cerise. L'État a besoin de diviser la société parce que c'est lui qui, quand il oppose les communautés, par exemple, que ce soit par exemple entre les musulmans et les populations autochtones françaises, en fait, c'est toujours lui qui est l'arbitre. On va appeler à l'État pour venir nous sauver. Alors, le terme technique, ça s'appelle le triangle de Karpman. Pour ceux qui connaissent, c'est bourreau, victime, sauveur. Et ça, c'est une relation, c'est très connu dans les relations toxiques ou les relations abusives. Il faut sortir du triangle de Karpman qui est bourreau, victime, sauveur. Et si vous avez cette clé de lecture, en fait, vous comprenez que l'État fait ça avec nous, citoyens. Tout le temps, il nous enferme dans le triangle de Karpman. Donc ça, c'est très important. Et j'ai trouvé une phrase qui résume vraiment très bien en fait le problème auquel on est confronté sur le plan spirituel. Je la résume, c'est un petit paragraphe, et pour moi, tout est dit. C'est tiré de La crise du monde moderne de René Guénon, pour ceux qui connaissent. Alors, que dit René Guénon? Il critique justement ce monde moderne par la phrase suivante. « Rien ni personne n'est plus à la place où il devrait être normalement. Les hommes ne reconnaissent plus aucune autorité effective dans l'ordre spirituel, aucun pouvoir légitime dans l'ordre temporel. Les profanes se permettent de discuter des choses sacrées, d'en contester le caractère et jusqu'à l'existence même. C'est l'inférieur qui juge le supérieur, l'ignorance qui y pose des bornes à la sagesse, l'erreur qui prend le pas sur la vérité, l'humain qui se substitue au divin, la terre qui l'emporte sur le ciel, l'individu qui se fait la mesure de toute chose et prétend dicter à l'univers des lois tirées tout entières de sa propre raison relative et faillible. » Donc moi je pense qu'on a là un résumé en condensé des problèmes de notre époque, et je me dois, pour conclure cette dernière partie, de vous donner encore une dernière clé. Tout ce qui vient d'être écrit ici, en fait, fondamentalement, c'est l'orgueil. Et quel est le principe aussi, à travers ce projet transhumanisme, un principe de démesure. Qui est le principe qui organise tout ça? Il faut le désigner, c'est Satan. C'est Satan, c'est Lucifer, et c'est ce que je rappelle dans mon travail, c'est notre véritable ennemi. C'est le principe spirituel qui est derrière tout ça. Et j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'Église, qui devrait être la première à en parler, a arrêté d'en parler, sauf si vous allez voir des prêtres traditionnels. On est dans la négation de l'existence du mal, alors qu'on n'a jamais eu autant de preuves de sa présence autour de nous. Et moi, ce que je dis à beaucoup de gens, même des gens qui croient en Dieu, mais me disent « je crois en Dieu, mais je ne crois pas au diable ». Là, c'est quand même quelque chose d'un peu spectaculaire quand même. Et donc, c'est très important parce qu'on a présenté, puis même dans la culture populaire, on a présenté le diable de manière un peu grotesque, voire même sympathique. C'est le type en juste au corps rouge, avec ses petites cornes, sa petite fourche. On a les diables rouges à Colmar, c'est sympa. Alors qu'en fait, qu'est-ce que c'est fondamentalement le diable? C'est déjà une révolte contre l'ordre naturel
voulu par Dieu. Donc là, on est complètement dans ça. Je pense que la société dans laquelle on vit est une véritable révolte contre l'ordre naturel à tous les niveaux. Et c'est prendre tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai, et le prendre, le pervertir, le souiller et surtout l'inverser. Le prendre, l'imiter. On dit, il y a une formule dans la théologie qui dit Satan est le singe de Dieu. Il essaye de singer Dieu. Il en fait une espèce de copie et de parodie grotesque. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et même jusqu'à des détails. On vous présente aujourd'hui la viande artificielle. La viande artificielle, c'est, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, c'est une parodie satanique d'un bon steak et d'une bonne entrecôte. Et c'est toujours ce projet d'artificialiser, de copier ce qui est naturel et ce qui nous est donné par Dieu. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, je rebondis sur ce que je disais il y a quelques instants, pourquoi le diable s'en prend aux enfants. Parce que les enfants, c'est ce qu'il y a de plus pur, de plus innocent, c'est ce qui ressemble le plus au Christ. Et le Christ lui-même nous l'a dit d'ailleurs, il a dit, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Et il a ajouté d'ailleurs à méditer pour ceux qui font cette propagande, notamment sexuelle à destination des enfants, si l'un d'entre vous devait être cause de scandale pour ces tout petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'il ait une pierre de meunier attachée au cou et qu'on l'envoie dans les profondeurs de la mer. Le Christ lui-même a dit le traitement qui est réservé à ceux qui scandalisent les enfants. Il ne faut pas l'oublier, et aussi un message au passage à ceux qui disent que le christianisme est mou. Il n'est pas mou quand on connaît réellement ce que le Christ a dit. Alors pour terminer, je voudrais quand même vous donner des clés, parce que le but c'est de vous donner des clés, à quoi vous pouvez reconnaître sans coup férir la présence de Satan dans notre société. Il y a déjà deux choses. Il y a la mort. Satan veut la mort. Et on dit dans la religion, dans la théologie chrétienne, que Satan est homicide. Et il veut tuer l'homme que Dieu a créé à son image. On dit aussi que Satan est mensonge. Il est le père du mensonge. Et il y a d'ailleurs une phrase de l'évangile de Saint Jean qui aborde justement ces deux points. Qu'est-ce que dit Saint Jean? Enfin, c'est le Christ qui parle, qui dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Et encore une fois, nous sommes dans une société qui est saturée de mensonges. Donc ce sont des mensonges d'où ils viennent, ils proviennent directement du diable. Troisième point important, c'est que le diable nous attrape toujours par l'orgueil. C'est un point très important, c'est l'orgueil, et c'est aujourd'hui l'orgueil de l'homme qui cherche à se prendre pour Dieu. Le projet du transhumanisme, c'est ça. Le projet de la surveillance totale, c'est de devenir omniscient comme Dieu. Le projet, on en plaisantait il y a quelques instants, de la viande artificielle et de tout ce qui est artificiel, c'est de prendre la place de Dieu. C'est d'ailleurs au passage présent dans le mot l'intelligence artificielle. On veut créer une intelligence qui n'ait pas été créée par Dieu, mais qui a été créée par l'homme. Et enfin, le dernier point, et je pense que ça, c'est par là que le diable attrape beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est par le relativisme. C'est le refus de dire qu'il existe des vérités éternelles et immuables et qu'il y a des choses sur lesquelles on ne doit jamais transiger. Moi, la phrase qui me fait toujours alerter aussi, c'est « mais c'est plus compliqué que ça, c'est plus nuancé, il y a du gris, on ne peut pas être aussi manichéen ». Ben, je suis désolé, si on peut être manichéen sur certaines choses. Il y a des choses où il faut avoir de la nuance, il y a des choses en effet qui sont complexes, et je pense l'avoir montré notamment à travers mon travail, je suis capable de complexité et de nuance, mais il y a des choses sur lesquelles il faut être tranché, il faut avoir une vision claire du bien et du mal. Que des adultes aient des relations sexuelles avec des enfants, c'est absolument inacceptable, c'est intolérable. Quand il y a des gens au pouvoir qui trahissent la charge qu'ils ont reçue du peuple, c'est inadmissible et c'est intolérable. Quand il y a des médecins qui empoisonnent et qui trahissent leurs patients, c'est inacceptable et c'est intolérable. Et je pense que ça, il faut tenir bon sur ces sujets-là, et que si vous commencez à accepter qu'on mette ce petit pied dans la porte et qu'on vous fasse relativiser sur ces sujets, et notamment revenir sur le fait qu'une famille, c'est un homme, une femme, sur le fait qu'il n'y a pas 36 genres, il y en a 2, en fait, si vous ne tenez pas bon sur ces sujets-là, en fait, vous avez déjà perdu tout le reste. Et je citerai pour terminer cette partie ce que disait le grand écrivain G.K. Chesterton, « Toute civilisation avancée entre en décadence lorsqu'elle en vient à oublier les choses pourtant évidentes. » Alors pour conclure ma présentation, je pense que j'espère en tout cas que ça a suffisamment c'était transparent dans ma présentation de ce soir,
Nous sommes véritablement en guerre. Il y a une guerre aujourd'hui qui est une guerre pour nos corps, pour nos esprits et peut-être même pour notre âme. Et donc, ce combat contre le totalitarisme mondialiste est véritablement une guerre. Et je paraphraserai la célèbre phrase de Mao en l'adaptant. Le combat contre le totalitarisme mondialiste n'est pas un dîner de gala. C'est-à-dire qu'il va falloir se donner les moyens de se battre, et il va falloir vous-même que vous deveniez des soldats citoyens contre ce combat, et notamment dans cette guerre qui vient rentrer jusque dans vos foyers. Et la question, je pense, aujourd'hui, que vous pouvez vous poser, vous qui êtes présents ici ce soir, et je pense que vous êtes sensible à ces sujets puisque vous avez déjà fait la démarche, qui n'est pas banale en soi, de venir m'écouter ce soir, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Qu'allez-vous faire? À quoi êtes-vous appelé dans ce combat contre ce totalitarisme que j'ai essayé de vous décrire en l'espace d'une heure? Qu'est-ce que vous direz à vos enfants ou à vos petits-enfants quand ils vous diront papa, maman, grand-père, grand-mère, qu'est-ce que tu as fait quand il y avait cette guerre qui faisait rage, quand on essayait de nous attaquer, quand on essayait de nous détruire de l'intérieur? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est la grande question. Et c'est une question très importante, et c'est une question qu'il ne faut pas prendre à la légère. Le grand stratège chinois Sun Tzu disait « La guerre est la grande affaire des nations, elle est là où se décide la vie et la mort, il ne faut pas la prendre à la légère. » Il ne faut vraiment pas prendre à la légère aussi bien l'enjeu qui est celui que nous sommes, les enjeux du combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui et la gravité de la situation auquel nous faisons face. Je vous cite cette phrase, vous savez, qui a été prononcée par Xi Jinping quand il est allé voir le président Vladimir Poutine en visite d'État il y a quelques mois. Il lui a dit, en partant au moment de remonter dans sa voiture, « Cher ami, nous sommes en train de vivre des changements tels qu'il n'en arrive qu'une fois par siècle. » Je pense qu'il disait vrai, je pense que beaucoup d'entre vous le sentent même de manière confuse. Nous sommes en train de vivre des événements absolument extraordinaires. C'est quelque chose qui se passe de manière diffuse, qui se passe à bas bruit, mais nous sommes tous en train d'avoir conscience qu'il y a des choses vraiment graves qui sont en train de se passer dans le monde et que le monde que nous avons connu est en train de profondément changer. Alors je dois vous prévenir, non pas pour vous faire peur, mais pour vous avertir et pour vous donner justement un coup d'avance et une préparation par rapport à ce qui se prépare. Nous allons clairement vers un effondrement économique. Il va y avoir un réajustement de nos sociétés. Nos sociétés sont fondées sur de la richesse fictive, notamment via des tonnes absolument immenses de dettes. Le moment arrive de payer l'addition, et notamment le moment arrive de payer l'addition parce que notamment ce qui se passe avec les BRICS, ce sont ces pays qui, eux, produisent des matières premières, eux, produisent des richesses réelles, qui, eux, ils ne forment pas des spécialistes en réchauffement climatique ou en droit LGBT, ils forment des ingénieurs, des techniciens, des médecins, des chercheurs, ils leur donnent les moyens de faire leur travail, ils ont une exigence, ils ont une excellence. Donc on est en train d'être rattrapé par ça. On est dans un effondrement politique parce que je pense que ça transparaît indirectement par mon propos. Nous avons été trahis par ceux qui étaient censés nous diriger et que même beaucoup de ceux qui prétendent en fait lutter ou s'opposer à ce qui se passe, en fait ne vous parlent pas de ce dont je vous ai parlé ce soir. Je pense aussi qu'on va être, et c'est peut-être le plus difficile, confronté à un effondrement mental parce qu'en fait les gens vont découvrir en fait que le sol va s'ouvrir sous leurs pieds. Peut-être que certains d'entre vous sont venus un peu sans savoir à quoi s'attendre et ont été peut-être un peu sidérés par ce qu'ils ont entendu ce soir. D'une certaine manière, vous avez eu votre première dose d'immunisation par rapport à ce qui va arriver. Parce que ce que je suis en train de vous dire ce soir, il y a un processus qui est en marche. À la fin, quand il aura abouti, ce que je vous ai dit ce soir sera à peu près connu par tout le monde. La vérité sera révélée. Et ce qui va être difficile aussi, pour beaucoup de gens, c'est de se rendre compte que la société de rêve, vous savez, nos sociétés démocratiques, libérales, etc., qui faisaient rêver la Terre entière, en fait, non seulement elles ont fait faillite, elles nous ont entraînés dans une impasse, elles nous ont conduits non pas à la vie, mais à la mort, et non seulement, elles sont rejetées aujourd'hui par 80% de la planète. Je peux vous dire que quand on s'intéresse, comme je le fais, à la géopolitique, à ce qui se passe en Asie, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe même dans certains endroits des États-Unis, l'Occident aujourd'hui est comparé à un asile de fous. Un asile de fous, et aujourd'hui le reste du monde est en train de dresser un cordon sanitaire et de dire « Ok, restez dans votre truc, mais nous on ne veut pas de ça chez nous ». C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il faut en avoir vraiment conscience. Et on est regardé avec un mélange
je dirais, de pitié et de tristesse, de dire, mais vous qui étiez l'Occident, qui était cette civilisation brillante, qui a produit des génies, qui a créé des chefs-d'œuvre architecturaux, qui a produit une littérature, qui a produit de la culture, qui a produit énormément de choses qui nous ont inspirés, qui nous ont donné envie de vous égaler, en fait, aujourd'hui, vous êtes dans un effondrement total, et le pire, c'est qu'une bonne partie d'entre vous veulent cet effondrement et pensent qu'ils vont vers le progrès. Donc c'est ça qui est absolument terrible, et je pense que quand cette réalité va être rendue perceptible à beaucoup de gens, le choc psychologique va être extrêmement dur. Et je pense aussi qu'on est confronté à un véritable effondrement spirituel. Je l'explique et je le détaille dans mes livres. Je pense que tout ce qui tient et tout ce qui a tenu dans notre civilisation est lié à notre civilisation chrétienne, que tout est fait aujourd'hui pour détourner les gens du Christ et de l'Église. Moi, la seule chose que je peux vous dire de manière condensée pour ne pas allonger et alourdir le propos de cette conférence, c'est le résumé de tout mon travail, et je le dis dans mes livres si vous voulez creuser. Si vous n'avez pas un retour au christianisme, à une France chrétienne, dans les lois, dans les mœurs et dans l'État, vous allez avoir le retour de la barbarie, vous allez avoir le retour de l'esclavage, vous allez avoir le retour des sacrifices humains et vous aurez le retour de la guerre du tous contre tous par le jeu de la rivalité mimétique. Indépendamment du fait que vous soyez d'accord ou non avec ce que je viens de vous dire, je pense que vu les épreuves qui nous attendent, vous allez avoir besoin de l'aide de Dieu et de la foi. Et d'ailleurs, au passage, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, si vous êtes intéressé par ces sujets, vous avez la chance à Colmar d'avoir une paroisse extraordinaire qui est à quelques pas d'ici, qui est la paroisse de la Croix-Glorieuse. Donc je vous conseille vivement, si vous voulez découvrir le catholicisme traditionnel et rencontrer des communautés de chrétiens combatifs et engagés, de vous rendre à cette paroisse pour franchir le pas et être également dans l'action concrète. Parce que vu ce qui arrive, vous savez, il y a une expression anglaise qui dit « il n'y a pas d'athée dans une tranchée ». Et je pense en effet que c'est une simple loi psychologique, c'est quand on est confronté à des épreuves terribles, on a besoin du soutien de quelque chose qui nous transcende et du surnaturel. Et quand on est chrétien, eh bien, on a la chance d'avoir déjà ces outils-là qui sont présents pour nous. On a notamment les valeurs théologales qui sont la foi, la charité et l'espérance. L'espérance est une vertu extrêmement importante. Beaucoup de gens me disent, mais est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir? Je dis, bah oui, tout simplement parce que je suis chrétien. Et je suis chrétien, et être chrétien m'apporte certaines réponses. Pourquoi, par exemple, m'apporte la réponse, pourquoi vivre? Pourquoi continuer à se battre? Eh bien parce qu'en tant que chrétien, je crois que la vie est un don de Dieu et que la vie est sacrée. Pourquoi est-ce que je suis confiant? Parce que je crois en tant que chrétien que Dieu m'aime et que Dieu est à mes côtés. Et pourquoi je suis confiant qu'au final nous avons gagné? Parce que je sais qu'en fait Dieu est tout puissant, que Satan lui est soumis au final et que le Christ a vaincu sur la croix et que surtout il nous a donné cette parole pleine d'espérance. Vous aurez des tribulations en ce monde, mais gardez courage car moi j'ai vaincu le monde. Je vous remercie.